Euh, j'ai réalisé quand j'ai vu le programme que le sujet avait l'air un peu original pour Monaco, mais quand on a choisi, je me suis dit, tiens, on est à Monaco, pourquoi pas parler d'un truc qui est gratuit, ça changera. Euh, et donc, mon côté, c'était aussi l'idée de faire un retour sur... J'ai eu mes 50 ans là, fin août, et ça fait j'ai maintenant 25 ans d'expérience dans l'open source et la cybersécurité. Commencé la cyber avant que ça s'appelle cyber. Et puis je voulais vous parler de trucs que j'ai découverts sur le tas en participant à différents projets, en travaillant dans ce domaine. Et puis tout ça basé sur Suricata, sur lequel je travaille depuis 15 ans maintenant, et puis basé sur l'expérience de Stamus Network que j'ai confondé il y a quelques années maintenant. Stamus Networks, on est une structure qui commercialise un NDR, donc une solution Network Detection and Response. Donc on va analyser le trafic réseau pour aider nos clients à se défendre. On est basé aux US et en France. On a une présence dans 8 pays au niveau des équipes. Et on travaille principalement avec des grosses structures. On travaille énormément avec les institutions européennes, avec les cercles gouvernementaux, avec des banques centrales. Et on a aussi toujours ce souci de travailler dans l'open source avec notamment le Clear NDR Community, qui est une version open source de notre produit pour l'entreprise, et bien d'autres projets open source. Et une des grandes fiertés qu'on a, c'est de travailler avec le CCDCOE en Estonie sur les exercices Logshield et Crosswords, où depuis maintenant plus de 7 ans, on participe à ces exercices sur l'analyse réseau dans différentes équipes, que ce soit la Blue Team, la Yellow Team, pour surveiller sur certains exercices. Et c'est vraiment intéressant pour nous d'arriver à valider ça sur ces exercices qui sont vraiment très importants. Pour vous donner une idée sur Crosswords, sur Logshield, on peut avoir des 4 à 5 000 participants sur l'exercice. Donc on a vraiment quelque chose à grande échelle. Donc j'ai cofondé Stamus Networks il y a 11 ans maintenant. On édite Clear NDR, donc la solution dont j'ai parlé tout à l'heure. Je suis au conseil d'administration de l'OISF, la fondation qui est derrière Suricata. Et dans une vie précédente, en fait, j'ai travaillé sur NetFilter, donc le pare-feu Linux, puisque j'avais créé en 2003 le projet NuFW, qui était un pare-feu authentifiant, donc qui rajoutait l'authentification au-dessus du pare-feu pour pouvoir dire j'autorise tel utilisateur à se connecter. Et puis ensuite, à la fin de cette aventure, grâce à cette aventure, j'ai contribué au noyau Linux, au successeur d'IPtable et Nftable. Et j'ai, courant 2010, fin 2009, début 2010, fait une bifurcation pour commencer à travailler sur Suricata, parce que j'avais envie de remonter dans les couches, on va dire, de la défense et passer sur la détection, c'était intéressant. Ce qui m'a fait créer notamment Sirius, qui est la base de l'interface, de ce qui est devenu l'interface du produit Stamus Networks. J'ai un hobby assez étrange, qui est de scier la branche sur laquelle je suis assis, puisque je trouve des CVE dans les produits que je développe. Et bon, c'est un exercice assez intéressant. Alors, le plus amusant que j'ai eu, c'était en 2012, lorsque j'ai trouvé une faille dans la plupart des pare-feux du marché. Et là, je me suis rendu compte qu'arriver à coordonner ça, c'était complètement impossible pour un individu et qu'il n'y avait pas vraiment de solution. Donc, je pense que ça s'est amélioré depuis 2012, mais bon, c'était quelque chose d'assez marquant. Et je reviendrai après dessus. Sur Suricata, j'ai aussi trouvé diverses CVE ou fixé divers CVE. C'était aussi quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est que Suricata, pour ceux qui ne seraient pas au courant? Ça a commencé comme l'idée de faire, à l'époque, en 2008, il y avait Snort, qui était le leader de la détection d'intrusion basée sur les signatures. Et c'était la possession de SourceFire, qui est racheté par Cisco ensuite. Et c'était ce que j'appelle de l'open source half duplex. C'est-à-dire qu'il y avait des sources disponibles, on pouvait les compiler, générer son propre binaire, mais impossible de contribuer, aucune vue sur la roadmap. Et donc ça a commencé à énerver pas mal de gens qui en 2 minutes ont décidé de partir de zéro pour développer Suricata, donc un IDS avec des technologies modernes, du multithreading notamment pour arriver à paralléliser sur ce qui était devenu de plus en plus classique à l'époque, c'était le multicœur. Et donc ils ont commencé à travailler là-dessus, je les ai rejoints juste 1 an ou 2 après le début du projet. Donc, qu'est-ce que fait Suricata? Il va analyser le trafic réseau et générer du JSON ou des fichiers. Voilà. Pour synthétiser, on a quelque chose qui est capable à très haute vitesse d'analyser le trafic réseau
pour trouver ce qui se passe sur le réseau, donc journalisation des transactions, ou pour remonter après des menaces. C'est massivement utilisé. Si on regarde tous les éditeurs français de sondes certifiés ou de NDR, c'est tous basé sur Suricata. Voilà, il faut faire simple. Il n'y a pas de secret derrière. Et donc voilà, et si on prend par exemple les utilisateurs directs de Suricata, c'est-à-dire pas par rapport à une appliance entre les deux, on a énormément de grands comptes, que tous les gens américains notamment l'utilisent de manière massive. Plus ou moins bien, on le verra après. Suricata, ça a commencé comme un IDS, mais en fait, comme ils étaient en train de chercher à comprendre le protocole pour arriver à rentrer dans le protocole, ils ont naturellement eu la capacité de journaliser les événements, donc d'avoir une trace pour chaque transaction protocolaire. Qui dit transaction protocolaire, notamment sur TCP, dit gérer les flux, les flows TCP, les sessions TCP, qui dit donc notion de flux, dit capacité de faire du NetFlow-like, et donc de voir la volumétrie sur le réseau. Ensuite, une fois que, comme on avait la capture des paquets, on était capable de enregistrer au format PCAP, et donc dans Suricata, on a la capacité de full packet capture ou conditional PCAP capture, qui est la capacité de capturer uniquement les flows sur lesquels on a vu des alertes. Donc, ça va permettre d'avoir le maximum de contexte pour l'utilisateur, et ça c'est quelque chose par exemple qu'on utilise dans l'interface de Stamus, et on est capable d'extraire les fichiers. Voilà. Bon, le sujet c'est pas complètement Suricata, mais vu que je vais prendre beaucoup d'exemples sur Suricata, il fallait que je passe par là, je voulais juste commencer par les trucs simples. Moi, il y a une phrase qui m'a traumatisé lorsque je l'ai entendue. Je ne peux plus traverser une rue à sens unique maintenant sans y penser. C'est travailler ou faire un produit de cybersécurité, c'est regarder à droite et à gauche en traversant une voie à sens unique. On ne sait pas ce qui peut se passer, on ne sait pas ce qu'on peut prévoir. Ça peut arriver de tous les côtés, le non-respect de la norme est la norme. Et par conséquent, si on ne comprend pas ce qui se passe dans les outils qu'on utilise, on ne va pas être capable de leur faire confiance. On ne va pas être capable de savoir s'ils nous induisent sur une compréhension qui n'est pas la bonne compréhension. Et l'open source, de par le fait que le code est disponible, on est capable de se plonger complètement, si on prend le temps, dans la conception même de ce qui est fait. J'ai fait des études de mathématiques. En mathématiques, on démarre avec des axiomes de base et on construit derrière. C'est la même chose avec l'open source. On a le code qui est disponible jusqu'au noyau, jusqu'à l'applicatif, si on fait une solution complètement open source. Et ça nous permet d'avoir une grande facilité d'enquête, ce qui est particulièrement aussi utile lorsqu'on fait du débugage. On peut rentrer jusqu'où on veut pour voir ce qui se produit. Et donc la validation est faisable. Elle n'est pas facile. Si on parlait tout à l'heure de Suricata, on est à 600 000 lignes de code. Voilà, vous n'allez pas les valider comme ça, mais ça permet de regarder ce qui se passe et de comprendre. Et généralement, ça va aussi avec l'ouverture du projet. Parce que le logiciel libre ne peut quasiment par essence ne pas être un logiciel plateforme. On part très souvent d'une petite initiative. Je vous rappelle les fameux mots de Linus Torvalds démarrant Linux. Je démarre un petit projet C, un hobby. Je veux faire un système d'exploitation et j'espère qu'il sera aussi bien que Minix. Voilà, maintenant vous avez Linux sur vos téléphones, il y a Linux partout. Mais au démarrage, on est parti sur quelque chose qui était petit. Et quand on est petit, c'est l'interopérabilité qui va être intéressante. Se mettre dans un tout pour arriver à travailler. Et ça permet, ça c'est une des grandes forces du logiciel libre, parce que dans la défense et en cybersécurité, chaque environnement va être spécifique. Vous allez avoir vos propres contraintes, votre propre organisation. Et c'est en ça que le logiciel libre va vous permettre d'avoir des briques différentes et de répondre à cette approche en plateforme. De construire votre plateforme, de construire votre propre solution. Ça, c'est un des points, c'est sur la partie utilisation. Après, il y a un autre point qui est le fait qu'on a une innovation communautaire qui est possible. Et la construction de biens communs, je reviendrai juste après là-dessus. En fait, le problème est simple, c'est que s'il y a un problème, vous n'êtes sans doute pas les premiers à l'avoir eu. Et donc, si vous pouvez contribuer à fixer les problèmes parce que vous avez une structure qui est suffisamment grande, potentiellement, vous allez avoir déjà quelqu'un qui a fixé le problème dans un logiciel libre, qui a trouvé la réponse. Et ça, ça permet de... On le voit dans l'évolution de Suricata. Il y a des fonctionnalités... l'équipe de Suricata, c'est une dizaine de développeurs à l'heure actuelle qui sont financés.
mais on a plein de contributions qui viennent de l'extérieur et qui sont extrêmement significatives. Par exemple, le format actuel de sortie, c'est JSON, et c'est introduit par une contribution externe de quelqu'un qui s'est dit, tiens, maintenant, au début, c'était début d'Elasticsearch, si ces bases de données NoSQL sont capables d'enregistrer du JSON, ça va me permettre de faire des dashboards, de faire de l'analyse. Ça coulait pas de source à l'époque, maintenant, si je vous dis support JSON, bah oui, bah heureusement quand même. Hein. Mais en 2009-2010, c'était nouveau. Et ça a été rajouté par une contribution, ça nous a permis de prendre le train d'arriver à avoir du dashboarding, des reporting et de l'analyse à grande vitesse. Voilà, je passe aussi par exemple la sécurisation du développement de Suricata avec Rust. Ça a été introduit d'ailleurs par quelqu'un de l'ANSSI qui a proposé de rajouter Rust sur un programme qui était complètement écrit en C. Je vous invite d'ailleurs à lire si vous vous êtes intéressé par ce côté contributif sur Suricata. J'ai écrit un blog post et c'est aussi dans le livre qu'on a publié chez Stamus à ce sujet-là sur les 12 ans d'innovation dans Suricata. Et ça, c'est un exemple que j'aime beaucoup. Quand j'ai vu ça il y a peut-être bien 20 ans, j'ai été scié. C'est la construction du bien commun. Ça semble complètement lunaire comme phrase. Mais en fait, non. Si on prend cet exemple, qu'est-ce qu'on a ? On a une CVE qui est patchée avec un auteur qui est SUSE, une distribution Linux, qui a été co-développée avec Red Hat, une autre distribution Linux. Donc on a deux personnes, deux boîtes antagonistes, concurrentes, qui ont travaillé ensemble pour fixer un problème. Si ça, c'est pas du bien commun, et je rajouterai la cerise sur le gâteau, un autre gros acteur, Citrix, potentiellement concurrent sur certains des sous-produits de Red Hat, et aussi dans l'équation. Et ça, c'est ce que j'appelle la construction du bien commun. C'est-à-dire que les projets open source, quand ils sont assez gros, on va avoir une fédération des intelligences pour arriver à construire des choses qui sont adaptées. On va retomber sur l'exemple de Suricata avec deux contributeurs que j'apprécie énormément. C'est l'ANSSI et le Centre canadien de la cybersécurité. L'ANSSI a fait énormément de contributions. Ils ont contribué le support de TLS, le support du protocole industriel Modbus. Ils soutiennent financièrement l'OISF tous les ans. Ils donnent de l'argent pour aider à la maintenance du programme, du logiciel. Et ils ont fait une certification de premier niveau de Suricata à titre gracieux, ce qui est vraiment un bon mouvement. Et le Centre canadien pour la cybersécurité, j'avais travaillé avec eux sur le PCAP conditionnel dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est une fonctionnalité que j'ai co-développée avec eux. Ils ont, cette fois-ci dans Suricata 8, réécrit le support de HTTP. Donc Suricata analyse le trafic réseau, comprend le HTTP, et après on va être capable de voir quelles sont les entêtes, quels sont les différents champs du HTTP. Donc ça, c'est un boulot qu'il faut faire à très haute vitesse et avec fiabilité. Parser un protocole texte, c'est toujours horrible. Donc tous les protocoles, on est en train de les réimplémenter en Rust dans Suricata pour éviter des problèmes de mémoire, parce que Rust apporte cette sécurité. Et donc, ils ont réécrit le support de HTTP en Rust, qui est un boulot énorme, parce que le protocole HTTP, c'est quand même pas le plus simple. Voilà. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est plus sur la partie... des gens ont peut-être déjà pensé au problème, c'est que ces deux entités qui surveillent des réseaux à un niveau national, par conséquent, les problèmes qu'ils sont capables de voir, les tendances qu'ils sont capables de voir, sont des vraies tendances. On est en train de parler de deux gros États qui voient ce qui se passe, parfois et très souvent à des niveaux top secrets, et ils sont capables de savoir que tiens, cette tendance-là, il faudrait peut-être qu'on l'explore parce que ça va nous tomber dessus. Et donc ça, c'est ce que j'aime bien aussi dans le côté open source dans la cybersécurité, c'est qu'on peut voir les tendances, les appliquer et avoir des protections qui arrivent en amont. Juste un point, et puis un petit plaisir pour moi, c'est que j'ai terminé premier sur les contributeurs Suricata dans Suricata 8. Ça m'a fait plaisir parce que bon, avec tout le boulot que j'ai ailleurs, c'était pas facile. Et puis Stamus Network, c'est un des premiers contributeurs. Petite pique, je vois pas beaucoup de Français dans la liste. Voilà, en éditeur NDR, on a Corelight et c'est quasiment tout. Oui, effectivement, il faut savoir développer. Voilà. Voilà. Et oui, ça c'est un point qui pour moi qui est très fort. Vous êtes français, mince, plaignez-vous. Et ça, c'est un truc essentiel dans le développement et l'évolution des solutions open source et aussi liées à la cybersécurité. C'est que si vous annoncez que vous avez un problème ou vous n'arrivez pas à faire quelque chose avec un logiciel,
Alors, soit vous n'avez pas lu la doc, donc là, on va faire un petit retour, soit la doc n'est pas suffisante et vous avez mal compris, ou il y a une manière détournée d'y arriver. Et là, ok, ça va vous aider, ça va vous fixer votre problème. Par contre, les développeurs, potentiellement, ils n'ont juste pas pensé à votre cas d'utilisation. Et ça peut peut-être rentrer dans le socle général de ce qu'ils veulent proposer autour du logiciel. Et là, si c'est le cas, la contribution, elle peut être petite. Il y a pas très longtemps, on avait un problème sur la journalisation du protocole Samba. C'était pas optimal du tout dans ce que c'était fait sur Ikata. Là, il y avait quelqu'un qui était avec moi qui fait « Bah ouais, mais on peut pas faire ça, c'est trop compliqué. » Ah ok, 15 minutes après, c'était fait. Donc, la contribution, elle est possible, on peut faire évoluer ce truc-là, donc plaignez-vous. Et puis, si vous avez des ressources ou des compétences en développement, proposez un patch, ça se fait. Et puis, oui, ça, c'est le premier point sur lequel je n'ai pas discuté, c'est si vous ne savez pas comment contacter le projet open source, pour moi, c'est qu'il n'est pas réellement open source. Voilà, il doit y avoir quelque part dans la doc, quelque part sur la page GitHub, quelque part sur la page du logiciel, comment contacter, comment arriver à discuter, comment arriver à échanger. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de prise en compte de la communauté, et ça veut dire que vous allez peut-être avoir la vision d'une personne, mais vous n'allez pas avoir une vision communautaire et un système d'échange. Là, c'est... après, je switch sur... 42% des statistiques sont fausses, qui est une de mes blagues préférées. Parce que, bon, c'est très difficile de dire quoi que ce soit. Parler de la qualité du code open source, oui, il y a tout en code open source. Hein. Il y a le stagiaire de première année de troisième qui fait un code et qui le met sur GitHub. Il y a la boîte complètement structurée qui pousse son code. Il y a la fondation qui pousse un code excellent sur le système. Bon, voilà, la qualité du code open source est forcément variable. Donc, c'est à vous de choisir, si vous utilisez des briques open source, ce qui est assez valable. Et l'intérêt, c'est que comme le code est public, on peut regarder le code. Vous allez me dire, non, mais je ne vais pas me taper l'analyse du code de tout. Il y a des automatisations. Et notamment, si vous allez sur des forges comme GitHub ou autres, vous avez des pipelines de qualité et de tests qui sont librement disponibles. Donc c'est assez facile à paramétrer. Et si le logiciel que vous voulez utiliser n'a pas paramétré ce genre de truc de qualité, ça vous donne une image de au moins ce qu'est la qualité en public du logiciel. Par exemple, sur Ikata, il y a aussi des pipelines privés qui tournent, sur lesquels il y a notamment des traces réseau confidentielles sur lesquelles on travaille et qu'on ne peut pas mettre en public et qui permettent de faire les tests. Voilà, et puis la contrepartie, c'est la qualité du code propriétaire. C'est la confiance, quoi. Vous avez confiance en votre éditeur. Notamment, vous allez dire, vous avez une certification, il a une certification, un EL3+, une qualification élémentaire, comme les sondes de détection de l'ANSSI. Il n'y a pas d'étude, il n'y a pas d'analyse de code dans le niveau de confidentialité, dans le niveau de sécurité qui est demandé. Il y a l'analyse de code démarre à EL4+. En dessous, il n'y a pas d'analyse de code approfondie. Donc, on n'a pas une idée de la qualité du code. Alors, si vous avez vraiment de gros enjeux sur un logiciel, vous pouvez potentiellement demander à avoir accès au code, potentiellement discuter avec l'éditeur propriétaire pour essayer de comprendre comment il travaille. Je ne sais pas si c'est possible avec tous les éditeurs, mais bon, vous pouvez essayer. Et puis, le code source est public. Et il y a des choses qu'on fait en public, il y a des choses qu'on ne veut pas faire en public. Parce que si vous publiez votre code, il est exposé. Et donc, le petit hack vicieux, moche, qu'on peut faire, parce que personne ne va regarder ce qu'on a fait, vous n'allez pas le faire sur du code open source. Et donc, en termes de sécurité, vous n'allez pas prendre les raccourcis énormes, parce que ça va se voir. Et ça, c'est essentiel. On n'a pas la qualité de ce qui est rendu qui compte, c'est-à-dire la jolie appliance avec une superbe interface, avec des jolis CSS qui bougent de partout et du JavaScript. On a potentiellement la capacité de voir ce qui se passe derrière avec l'open source. Et donc de voir les secrets de fabrication et de voir ce qui est caché. On va revoir après quelques exemples de ce truc-là derrière. Et puis, l'analyse, elle est là. On a une analyse manuelle qui est possible. Et il y a de nombreuses initiatives, comme je disais tout à l'heure, les pipelines GitHub. Il y a aussi le projet Coverity, qui est un logiciel de vérification de la sécurité du code, qui tourne sur beaucoup de projets majeurs open source, par exemple sur Suricata, et qui renvoie des tonnes de trucs qui nous permettent de corriger des bugs potentiels. Donc, il y a vraiment plein de trucs, et ça, c'est visible sur le net. Ça, c'est un petit peu plus entre les deux. Je crois que j'avais voulu mettre généralement réactif, mais j'avais oublié de le mettre entre les deux. Voilà, les pages de sécurité au niveau open source, ça peut se faire plus rapidement.
c'est aussi intéressant de penser que si vous avez l'accès au code source, vous pouvez potentiellement le fixer vous-même ou récupérer un patch et publier très rapidement au lieu d'attendre la nouvelle mise à jour dans 6 mois de l'éditeur. Ça peut être un point positif. Et puis, vous pouvez aussi vérifier le patch qui patch correctement le problème. Il y a aussi quelque chose à ne pas négliger notamment lorsque vous choisissez un logiciel open source, c'est est-ce qu'il y a une politique de sécurité qui est documentée. Par exemple, dans Suricata, depuis pas très longtemps, on a une politique de sécurité qui est documentée, à savoir un bug avec tel genre d'impact est qualifié de grave, et ça veut dire ça grave. Donc, ce qui vous permet de savoir ce qui se passe. C'est pas comme un CVSSS, mais même si ils sont communiqués sur les CVE, mais ça permet d'avoir une idée de quand est-ce qu'on communique et qu'est-ce qui déclenche le traitement. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, il y a aussi les projets où on fixe sous le tapis, fixe un bug potentiel, ça c'est un grand classique. Vous ne voulez pas dire ce que vous avez fait à l'intérieur, en fait c'était une grosse faille de sécurité que vous étiez en train de patcher. Donc ça, il faut aussi se méfier des systèmes. Et par contre, si vous avez un système où vous voyez des références au CVE à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a eu un effort de traçabilité à ce niveau-là, qui est assez intéressant. Je vais prendre l'exemple du CVE sur lequel j'ai bossé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2021, donc on a un client qui nous appelle. On a mis un reverse proxy pour déchiffrer, on reçoit le flux déchiffré, et maintenant on ne voit plus rien. Ok, le problème du chiffrement dans l'analyse réseau, normalement, c'est qu'on ne voit pas grand-chose. Et là, le fait d'avoir déchiffré et de ne plus rien voir, c'était un peu embêtant quand même. Donc, on récupère, ça c'était le jour 1, ils ouvrent un ticket. Le jour 2, on récupère une trace PCAP, donc la trace du trafic réseau. Jour 3-4, bug terriblement compliqué à débugger, même si c'était 3 lignes à la fin. Non, c'était une ligne à la fin. Mais, et donc, on prépare le patch. Et puis, jour 5, on génère le paquet pour le client, il met à jour, il vérifie que ça fonctionne bien. Et on prévient l'OISF, on commence le travail avec l'OISF. Jour 9, c'était validé. Et jour 35, à peu près, c'était quand même un truc bien vicieux, précis, qui était assez difficile à deviner. La condition pour générer ça, nouvelle version de sécurité de Suricata pour fixer. Donc on est sur une durée qui est raisonnable, ça aurait pu être plus rapide, mais on n'était pas sur une exploitation de commandes à distance, c'était juste une évasion. Donc c'était vraiment embêtant, mais pas critique non plus. Et puis bon, pourquoi j'étais sur quoi avant moi? Ok. Ah oui, la sécurité, voilà, effectivement. Voilà, vous achetez un produit, en fait, c'est de l'open source, en fait. Presque tous, il y a de l'open source. Personne, quasiment, n'a son système d'exploitation. C'est terminé. Si vous prenez tout ce qui est au-dessus d'un switch, en termes de complexité, vous avez un Linux, un FreeBSD, un OpenBSD, et c'est construit au-dessus de ça. Donc on a toujours de l'open source qui est packagé. Alors là, vous allez vous dire, ouais, mais bon, ils ont les moyens, ils vont faire du bon travail, etc. Ils font des super speeches où ils expliquent la menace et les nouvelles menaces, donc forcément le produit il est à la hauteur. Ok. Ah, j'ai oublié mon petit screenshot, ça c'était un Ralvel qui bossait avec NetFilter, donc je le connais bien, qui avait travaillé avec FortiOS, qui en 2004-2005, Fortinet, avant 2005, Fortinet prétendait qu'ils avaient FortiOS. Leur système d'exploitation open source, j'ai bifurqué, leur système d'exploitation à eux qu'ils avaient développé tout seuls, comme des grands. En fait, c'était un Linux. Bon. Donc voilà, donc là, le marketing avait fait son effet, et depuis 2005, ils sont clean avec ce système-là, ils ont compris. C'était le cadre du procès intenté par Ralvel contre Fortinet. Voilà, c'est quelque chose dont on entend pas mal parler dans certains milieux. Et qui est assez embêtant. On a une augmentation des attaques des équipements de bordure. C'est assez systématique. Vous allez me dire pourquoi? Les EDR ils font quand même assez bien leur boulot. Quand on est à l'intérieur du réseau, on a aussi l'EDR combiné au NDR, donc ça commence à être difficile de rentrer. Et les équipements de bordure, ils sont en bordure, et donc ils sont là. On peut les attaquer depuis l'extérieur puisqu'il faut qu'on puisse se connecter. Voilà, et là, si vous regardez, Palo Alto, Ivanti, Fortinet, on est sur des CVE à plus de 9 pour certains, avec des vrais impacts et des prises de contrôle. Et voilà, ça me fait un peu de mal d'être méchant, mais bon, si vous avez une appliance qui existe depuis 15 ans, est-ce qu'elle a été vraiment mise à jour depuis 15 ans? Est-ce que notamment le noyau Linux qui tourne en dessous a été mis à jour? Est-ce que les applicatifs sont bien mis à jour régulièrement?
Bah, c'est pas le cas en fait. Sur certains, on a des binaires qui ont 19 ans à l'intérieur. Donc c'est pas un gage. Donc challengez un peu les éditeurs et posez-vous la question pourquoi ils se retrouvent avec des CV aussi critiques. On a aussi les attaques de type supply chain. Donc ça, c'est un des gros trucs contre l'open source. L'open source, c'est mal, on peut facilement faire des attaques de type supply chain. Bah oui, c'est un peu vrai quand même, hein. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent. La plupart des logiciels, maintenant, utilisent des systèmes de modules. Dans Rust, il y a Cargo. Dans Go, j'ai oublié comment il s'appelle. Il y a NPM pour JavaScript. Il y a Pip pour Python. Et on va se retrouver à combiner plein de briques open source ensemble. Et donc, un seul composant corrompu, c'est la backdoor. L'un des plus jolis cas pour ceux qui l'avaient manqué, c'était la bibliothèque XZ, donc une bibliothèque de compression, anecdotique mais utilisée. Donc c'était ça le problème. Donc un développeur a commencé à contribuer, il a fait peut-être 6 mois, 9 mois de contribution au logiciel. Au bout de 6 mois, 9 mois, l'équipe en charge s'est dit « c'est bon, c'est cool, pas grave qu'il ait un nom chinois, on va le laisser avoir un droit de commit sur le projet. » Et voilà, et donc il avait le droit de pousser les modifications sans validation d'un pair externe sur le projet, et il avait des inédits derrière la tête. C'est peut-être un stage de fin d'études en cybercrime ou un truc comme ça. Il a poussé une modification qui déclenchait une backdoor qui n'a pas été détectée. C'est arrivé dans les distributions, commencé à arriver dans les distributions derrière. Et là, il y a des gens bien qui monitorent ne serait-ce que les performances. Et là, il y avait une dégradation de la performance, une augmentation de la charge CPU. Donc, ils ont vu qu'il y avait plus de CPU. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça remontait à la racine du problème. Ils ont vu le truc. Voilà. Donc, ça, c'est aussi c'est de la gouvernance. C'est que les projets, validez aussi dans les projets que vous voulez utiliser pour leur cybersécurité en open source que il y a un nombre restreint de personnes qui ont le droit de pusher, qu'il y a des validations de tout ce qu'on appelle pull request dans GitHub, qu'on a de validation du code et des reviews du code qui sont faites, comme dans les milieux professionnels à grande échelle, quoi. C'est pas parce que c'est des logiciels gratuits comme sur Ikata qu'il n'y a pas une vraie démarche professionnelle derrière, et il faut utiliser ça, pardon. Puis bon, d'accord, c'est facile de parler des attaques supply chain, mais est-ce que vous vous rappelez de NotPetya 2017, 10 milliards de coûts, une prise en main par, a priori, les Russes du logiciel de taxes, d'interaction avec les taxes ukrainiens, déploiement de la mise à jour du logiciel, contamination de toutes les boîtes qui travaillaient avec l'État ukrainien, puisque c'était pour la déclaration des taxes, effet boule de neige avec effet vert derrière, déport arrêté, des boîtes qui ont arrêté, je crois qu'il y avait notamment un truc de containers type comme ça qui s'est arrêté pendant un mois ou deux, quoi. Voilà, perdu donc 10 milliards de coûts. Voilà, c'est la supply chain en informatique est terrible, c'est pas qu'un problème de l'open source, c'est vraiment un problème global. Et puis bon, je parlais tout à l'heure des gens qui n'ont pas mis à jour depuis 15 ans. D'un côté, c'est bien, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'attaque de type supply chain, vu qu'il n'y avait pas de mise à jour. Voilà, donc dernier point, pas dernier point, mais un autre point, et je suis à combien là? Hop, ok, c'est bon. Open source c'est égal gratuité. Voilà, ça c'est un classique, c'est open source, c'est gratuit, j'ai commencé ma presse avec ça. Oui, l'open source c'est gratuit, mais son utilisation ne l'est pas forcément. Et il y a tout un nombre de pièges à éviter, comme par exemple, chez General Motors, ils ont installé un grand nombre de Suricata. Ils en avaient plus d'une centaine. Et puis, ils avaient une équipe de 5-7 personnes à peu près, d'après ce qu'on a pu comprendre. Ils ont présenté ça à 2021, comment ils avaient fait ça. Donc, un très beau projet, bien mené. Sauf que, 2 ans après, il n'y avait plus d'équipe. Donc, il n'y avait plus la compétence. Et ils sont en train de regarder d'autres solutions. Donc, potentiellement, ils ont recruté depuis. Mais ils étaient en souci. Oui, parce que quand vous installez une solution open source, c'est votre solution. C'est pas la solution de l'éditeur qui va faire les mises à jour pour vous, ça va être à vous de faire les mises à jour. Donc ça veut dire maintien en condition opérationnelle, ça veut dire nouvelle version par exemple de Suricata tous les 2 ans, et donc 2 ans de maintenance si vous voulez, vous devez passer à la nouvelle version pour avoir et de vous hériter des nouvelles fonctionnalités, potentiellement des petites incompatibilités, généralement c'est léger mais ça change, donc il faut gérer ça. Et puis si par exemple vous avez l'infrastructure réseau qui change, dans un projet comme Suricata ça va être compliqué derrière ça va nécessiter du boulot. Donc il faut pouvoir gérer la maintenance, il faut prévoir la maintenance dans l'équation.
Ça, c'est un de mes préférés. Un des plus gros géants de la tech. Si vous pensez à ça, vous avez une chance sur 3 aux États-Unis de savoir lequel c'est. Voilà, on parle d'un gros Big 3. Avant l'IA, peut-être qu'ils s'en sont fait doubler maintenant, mais je crois pas, non, ça va être encore dans les 2-3 premiers. 800 installations de Suricata, version non supportée depuis 3 ans. Pas de page de sécurité appliquée, donc forcément quelques CVE non patchés à l'intérieur. Il y avait un peu de tout, je fais planter du Suricata, je fais de l'évasion. La raison donnée, ça fait trop d'événements. Ok, bah oui, c'est le principe. Un peu. On a des événements et ensuite on les traite. C'est-à-dire qu'ils ont tout simplement installé le logiciel et pas pensé à ce qu'il allait avoir derrière. Oui, le logiciel il génère des événements, c'est son boulot. Maintenant, c'est à vous de les qualifier, à vous de mettre en place le process pour travailler dessus. Voilà, donc la gestion des données qui sont produites dans un logiciel open source de type Suricata, elle doit être prise en compte, que ce soit un EDR open source ou un NDR ou un NDR / analyse réseau. Il faut inclure le coût de la gestion des données, donc que ce soit les bonnes données en entrée, dans le cas des signatures, du paramétrage, que les données en sortie, avoir du process pour être capable de traiter et de qualifier les informations. Et ce que j'aime bien considérer, c'est que beaucoup de logiciels open source sont des progiciels. Ça va vous aider à construire une solution. Mais la solution, c'est pas d'installer Suricata. La solution, c'est d'installer Suricata et toutes les briques qui vont autour et de les maintenir et de les faire cohérentes pour vos process internes. Alors celui-là, il était croustillant. Un autre cas d'exemple, je fais un appel il y a quelques semaines avec un MSSP américain à qui je filais un coup de main avec ma casquette OISF. Donc, c'était juste là en tant qu'expert Suricata. Et puis, ils ont une 50aine de Suricata déployés. Ils me disent qu'ils ont un problème. Ils m'envoient leur fichier de configuration. Je lance le Suricata de la même manière qu'ils l'auraient lancé. Et là, je me rends compte que donc, depuis 4 ou 5 ans, le fichier de tuning sur lequel ils avaient passé beaucoup de temps, en fait, les paramètres n'étaient pas appliqués. La configuration par défaut écrasait les paramètres précisés qu'ils avaient fait, s'étaient trompés dans l'ordre des inclusions, et voilà, ça faisait ça. Donc là, j'aurais pas voulu y mettre l'équipe, parce qu'il y avait quand même le fondateur CTO de la boîte qui était là, qui a découvert ses équipes avaient fait n'importe quoi depuis 3 ou 4 ans sur cette partie-là. Donc voilà, il y a un gros problème sur l'expérience et l'expertise. Soyez sûr, lorsque vous vous engagez dans une démarche avec un projet open source, soit d'avoir des experts dans votre équipe, soit de prévoir des formations, qui sont de bonnes formations, et aussi d'auditer pour voir potentiellement, vous faites l'installation, vous faites appel à une boîte qui a l'expertise pour aller auditer votre installation et arriver à avancer, quoi. Et les formations, faites attention, il y a des formations qui vous... Donc, une formation sur un produit de cybersécurité, comme le Suricata qui évolue avec une grosse version majeure tous les un an et demi, vous avez vraiment intérêt à valider qu'elle a bien été mise à jour depuis au moins 1 an ou 2. Pas que c'est le même contenu depuis 5 ans, vous êtes plus en train de parler de la même chose. Donc ça, faut bien voir ça si vous parlez de formation. Il reste combien de temps ? Ok, c'est bon, on est bien. Copyright troll, qui connaît l'expression ? Ouais, hein ? Ok. Ouais, ça, c'est pas vraiment de la cybersécurité, mais je voulais le mentionner, c'est assez intéressant comme concept. C'est lié à un problème de licence, donc là, on n'est plus sur la partie juriste. Pour ça, j'ai mis une chemise aujourd'hui. Donc, une des licences utilisées dans l'open source, c'est la GNU Public License, qui est en version V2 ou V3. La V2, elle doit dater d'il y a 30 ans. La V3 doit dater d'il y a 20 ans maintenant. C'est donc une licence où quand on distribue son code, les modifications, l'utilisateur peut demander à récupérer les modifications qui ont été effectuées sur le code GPL. Donc, ça entraîne une conséquence, c'est que si vous contribuez quelque chose de significatif, donc pas j'ai supprimé des espaces, j'ai refactorisé un truc ou quelque chose comme ça, si vous avez vraiment une valeur actuelle avec votre contribution, vous avez des droits d'auteur sur le code. Je m'arrête. Il y a combien de contributeurs dans Linux ? Peut-être 5 à 10 000, peut-être un peu plus. Donc on se retrouve avec 10 000 personnes qui ont des droits d'auteur sur le code. Et donc, potentiellement, s'il y a une violation de Linux, il y a 10 000 personnes qui peuvent vous tomber dessus pour réclamer leurs droits. Donc, il faut être compliant avec la GPL. Et
très spécifique, en Allemagne, c'est assimilé au droit d'auteur. Donc au lieu d'être comme en France, où la GPL, on ne sait pas trop ce que c'est du logiciel, elle expliquer ce que c'est du logiciel à un juge, ça peut être compliqué, voilà, et donc c'est assez compliqué. En Allemagne, ils ont fait simple, quelqu'un a écrit quelque chose, ouais, ok, c'est comme les bouquins. Donc ils appliquent toute l'expérience qu'on a sur le droit d'auteur, ce qui veut dire que il faut voir la même chose. Vous publiez en Allemagne un truc, vous avez un boîtier, un routeur VPN qui viole la GPL. Si vous l'avez en main, vous êtes un des éditeurs, un des gens qui ont contribué à Linux, vous pouvez aller les voir en disant ils violent ma propriété intellectuelle, c'est comme s'ils avaient publié votre bouquin sans votre autorisation. Voilà, c'est efficace, donc amende à chaque violation de la GPL. Donc, il y a eu des procès, j'en ai parlé un tout à l'heure avec Fortinet, qui violait la GPL, donc ça a été fixé, mais le but c'était juste de faire comprendre à Fortinet que non, vous devez respecter la licence GPL, reverser vos contributions, etc. Par contre, Patrick McHardy, qui était le lead NetFilter quand j'ai commencé à travailler avec eux, donc il était à la tête de l'équipe de NetFilter, a décidé d'attaquer. J'avais discuté avec lui, il m'avait dit que c'était pour faire du bien, essayer d'améliorer les choses, améliorer la prise de connaissance, sauf que 1 million ou 2 d'euros plus tard, on pouvait commencer à douter. Donc il a fait ça pendant une dizaine d'années, on a finalement réussi à transiger, à le faire rentrer dans le droit chemin, il s'est engagé à pu le faire, mais ça a été très compliqué, et le pauvre Pablo Nera qui a pris sa suite comme à la tête de l'équipe NetFilter, il a passé la moitié de 10 ans à travailler avec des juristes à la place de développer du code, donc ça a été un peu compliqué, et ça a fait un bruit fou au niveau de tous les experts juridiques qui sont liés à la licence, ça a été complètement dingue. C'était le sujet de talk dans toutes les conférences de ce type-là, ça a été vraiment énorme. Quand Burn Venture Capital, c'est une photo de Patrick que j'avais prise en 2009. Voilà, on a peut-être pu se douter qu'à un moment, il allait partir sur quelque chose. Donc il y a une solution là-dessus, c'est le don de code. Donc les contributeurs doivent signer un accord de contribution avant que leur code soit accepté dans le projet. Là, ça permet de céder sa propriété donc à une entreprise si c'est un code possédé par une entreprise. Ça peut être un petit peu embêtant. Dire, je suis en train de céder mon code à une boîte, elle peut en faire ce qu'elle veut après derrière. Voilà. Ça se passe généralement pas très bien quand il y a ça qui est en place. Et sinon, pour une fondation. Donc là, typiquement, c'est le cas de l'OISF. Il faut céder son code avant de contribuer dans Suricata. Donc ça évite le copyright troll. Et ça permet aussi à l'OISF de vivre, puisque si vous voulez développer votre propre produit basé sur Suricata et faire des modifications, vous pouvez payer l'OISF pour avoir accès à une double licence qui va vous permettre de faire ce que vous voulez. Donc vous payez l'OISF, en échange vous avez accès à une version non contaminante de Suricata qui va vous permettre de faire vos modifications dessus. Ok, donc Stamus, on est vraiment à fond dans l'open source, on a énormément de choses qu'on contribue. Donc par exemple, on a un bouquin en open source, là si vous vous avez intéressé à Suricata et aux données Suricata, je vous invite à le télécharger. On a une application pour Splunk, et on a ClearNDR Community qui est une version open source de notre produit, avec un sous-ensemble de fonctionnalités. ClearNDR Community, je suis un peu partisan, vous allez me dire, mais c'est pour moi la meilleure façon de tester Suricata. En 5 minutes, vous avez un Suricata, une interface d'analyse, des données qui sont analysées et vous pouvez travailler et voir les données. C'est vraiment bien. C'est utilisable sur les petits réseaux, c'est utilisé en réponse sur incident. Par exemple, je connais un laboratoire pharmaceutique qui l'utilise en réponse sur incident. En 5 minutes, ils ont une sonde et puis ils commencent à analyser, c'est pratique. Et voilà, il y a beaucoup d'utilisateurs sur ce truc-là. ClearNDR entreprise, là c'est le passage à l'échelle. Pas une seule sonde, plein de sondes, centralisées, gestion des déploiements sans connexion Internet, des mises à jour sans connexion Internet, et puis un énorme travail, c'est vraiment le travail qu'on a effectué. C'est bien beau d'avoir les données générées par Suricata, mais ça veut dire que vous allez avoir énormément de travail pour que ça soit complètement adapté à votre process. Et donc ce qu'on fait nous, c'est de vous proposer des tonnes de solutions pour avoir des événements critiques qui sont extraits et des incidents critiques qui sont extraits de ce qu'on voit passer dans le trafic, mais sans vous cacher. Vous pouvez aller explorer le reste,
parce qu'on ne veut pas cacher les données open source de Sirukita qui sont valables quand on sait ce qu'on cherche, qu'on sait qu'on veut regarder, ou lorsque vous êtes en réponse sur un incident par exemple, vous allez avoir plein de trucs super intéressants qui vont être là. Donc vous avez un accès complet à tous les logs. Je crois que je suis un peu court, mais voilà, on a plein de fonctionnalités en plus, plein de méthodes de détection sur la partie entreprise comparée à la partie open source. Et hop. Donc voilà, l'open source et la cybersécurité, ça permet vraiment de construire des choses. Il ne faut pas sous-estimer les coûts. Il faut faire attention aux solutions propriétaires, bien possible, bien penser à les évaluer. Elles ne sont jamais que très souvent basées sur de l'open source derrière. Et chez Stamus, on contribue à l'open source. On essaie de combiner le meilleur des deux, de faire venir des solutions qui sont flexibles comme de l'open source, mais sur lesquelles on a énormément de procédés et d'aides à l'utilisation qui ont été mises en place. Et on vous propose une approche métier de l'analyse des données et on vous permet d'avoir la vôtre dans cet objectif de flexibilité. Merci à vous. Si vous avez des questions, on doit encore avoir quelques minutes. Alors n'hésitez pas à nous passer passez nous voir, on est au N07. Passez nous voir sur le stand N07 où moi je vous proposerai les versions payantes de la solution. Moi je peux vous parler des versions open source. Alors, en tout cas merci à tous et je vous dis à très bientôt dans le réseau. Merci. Merci. Ah, de Sirukita Language Server? Non, non. Il y a quand même des gens qui font des règles et qui les mettent à la communauté. Oui, et d'ailleurs il y a un projet qui sort là, dans pas longtemps. RuleZ. T'es au courant? Ah mais non, mais RuleZ c'est autre chose. Non, RuleZ c'est un nouveau projet pour faire un GitHub de des règles de détection. Avec partage, génération automatique de RuleZ. Ça sort la semaine prochaine je pense. Le code est déjà open source, fait par les excellents Alexandre Delannoy et compagnie du Circle. Et voilà, donc il y a ça qui sort très bientôt, ouais. Ça va être cool. Non, ok. Merci pour la présentation. Il n'y a pas de quoi. Très bien. Mais il me semblait, par contre, juste qu'en open source, il y avait quand même de l'open source, mais que c'était pas gratuit l'utilisation. En fait, c'est pas l'open source à ce moment-là. En fait, ce que tu vas avoir, c'est que tu vas avoir des gens qui vont faire de l'open source et vouloir te pousser à payer. C'est le modèle Open Core, où tu achètes par exemple GitLab, qui est une forge logicielle, et tu vas avoir GitLab Plus qui vont essayer de te pousser en limitant les fonctionnalités. Mais non, mais l'open source, tu peux avoir de l'open source. Par exemple, la Red Hat, elle est open source, mais elle est payante parce que tu as accès au support. Donc tu peux vendre de l'open source, pardon, je disais un peu de bêtises. Tu peux vendre de l'open source, c'est pas un problème, mais très souvent, ça veut dire que tu vas avoir un service derrière. J'essaie de retrouver quand après, mais il me semblait avoir vu une fois sur un Git, en gros, t'as le code, mais t'as pas le droit de l'utiliser si derrière tu ne veux pas. Ah, mais ça, c'est pas open source, ça. Ça, c'est clairement pas open source. Hein. La liberté d'utilisation du code, c'est de la valeur de l'open source, quelle que soit la licence. Ouais. Après, il y a une licence BSD où tu prends le code et tu dis... Et là, tu fais ce que tu veux. Licence BSD, ouais, je dirais pas ce que je dis pour l'acronyme, il y a un peu trop de monde ici. Ouais, voilà. Si tu fais sur du BSD, tu peux faire ce que tu veux. Hein. L'idée, c'était que le gouvernement américain finançait la recherche sur le logiciel open source avec les licences BSD. Et donc, il voulait de fait aucun frein à l'industrie. Et donc, libre réutilisation par n'importe quelle solution. Voilà. Tandis que la GPL, justement, et autres licences, on peut les mélanger. Ouais, ça se répand. Ouais. Ouais, complètement, ouais. Merci pour la présentation et merci beaucoup. Du coup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Sur l'open source? Ouais. Si. On l'a fait. Je t'envoie une photo au cas où. Comme ça, tu la tabobines avec les assises 25. Ouais. Alors ça c'est une question qui est en train de se poser. Mais... Ah, mais je sais pas. Je vais m'expliquer Eric.